Merci de nous retrouver ce matin à 10h50. Soyez les bienvenus. 26 minutes pour faire le tour des régions et trouver des bons plans, des idées pratiques et parler de sujets de société, également des sujets parfois tabous, comme le don d'organes. Pour ou contre, c'est jamais facile de se prononcer, la mort effraie. Pourtant, de nombreuses vies sont sauvées grâce à celles et ceux qui se sont prononcés en faveur du don d'organes. On va en parler ce matin. On s'intéressera également à un jeu qui connaît un vrai succès, les escape games. C'est très à la mode. Il s'agit en fait de résoudre une énigme dans un décor plus vrai que nature. On testera cela à Strasbourg. Mais avant, si vous êtes à la recherche d'un emploi comme plus de 3 400 000 personnes, eh bien cet instant pratique va vous intéresser. On vous donne quelques clés pour réussir son entretien d'embauche, des astuces bonnes à savoir. On regarde. Décrocher un entretien d'embauche, c'est toujours un défi pour un demandeur d'emploi. Alors, quand une entreprise souhaite vous rencontrer, mieux vaut être bien préparé. Comment réussir cet exercice? Quelles sont les astuces pour être à l'aise? Voici quelques idées pour mettre toutes les chances de votre côté. Premier conseil, préparez-vous physiquement. Si votre CV a attiré l'attention d'un employeur, c'est que vous avez le profil du poste à pourvoir. Reste maintenant à faire bonne impression en soignant votre apparence. Si vous le pouvez, faites-vous conseiller. Il existe des lieux pour apprendre à se maquiller, à se mettre en valeur, comme ici à Arles. Ce salon de beauté solidaire aide les femmes sans emploi à reprendre confiance en elles. Il suffit juste de travailler à mettre en valeur le maximum le visage de la personne ou sa tenue ou sa coiffure, juste pour qu'elle puisse repartir d'ici en étant plus... c'est exactement ça, c'est relever ses épaules et relever la tête et se dire que c'est possible pour elle aussi. Pensez aussi à soigner votre tenue qui doit être sobre, propre et repassée. Deuxième conseil, simulez votre entretien d'embauche. Parcours personnel, motivation pour le poste, les questions posées lors des entretiens sont souvent classiques. Vous pouvez vous entraîner à y répondre avec un proche. Certaines associations comme la Cravate Solidaire proposent des ateliers avec des recruteurs professionnels. Juste en 3 minutes, me présenter un peu votre parcours professionnel et puis me dire quelles sont vos motivations. Le but du jeu, c'est d'aider les personnes qui viennent à l'association à préparer des entretiens à blanc d'embauche et de leur donner des petits conseils à se mettre en avant, à répondre à des questions difficiles, à anticiper des questions qui peuvent leur être posées, à changer l'attitude corporelle. Sur le web, vous pouvez aussi vous exercer grâce à des simulateurs d'entretien qui vous filment, ce qui permet lors du visionnage de la vidéo de vous évaluer. Troisième conseil, restez zen. Un entretien de recrutement génère du stress. Pour être serein, apprenez à gérer vos émotions. Le théâtre ou encore la danse peuvent vous aider. On fait tout ce dont on a besoin pour se sentir long, large. À Bègles, en Gironde, Pôle emploi a organisé en juin dernier un atelier avec une danseuse de l'Opéra de Bordeaux. Une vingtaine de chômeurs ont appris à prendre conscience de leur corps et à le maîtriser. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez conscience de mon corps et quand j'étais dans des entretiens, que j'étais trop dans le mental et que le mental prenait toute la place. En conclusion, pour ne pas rater un entretien de recrutement, soignez votre image pour vous montrer sous votre meilleur jour. Préparez votre entretien en vous entraînant et apprenez à gérer vos émotions pour être serein le jour J. Et pour revoir cet instant pratique, pas de problème, l'instant R, la quotidienne des régions, est visible en replay sur France.tv. Je vous le disais en commençant l'émission, ce magazine est aussi l'occasion d'ouvrir des débats de société. Le don d'organes, par exemple, est un sujet parfois difficile à aborder. L'an dernier, plus de 6 000 greffes ont été réalisées, des greffes qui ont sauvé des vies. Notre équipe de Rennes a rencontré des médecins, mais aussi des receveurs qui ont vu leur quotidien changer. C'est l'instant dossier. En Bretagne, près de 3000 personnes vivent avec l'organe d'un autre. Au-delà de ce chiffre, il y a des donneurs, des receveurs et le don de la vie. Après 2 ans d'interruption, Céline a repris le matin même le chemin de l'école dans laquelle elle enseigne. Céline souffre d'une maladie grave. En février 2016, ses reins lâchent brutalement. Ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? Bah écoute, c'est comme si j'étais jamais partie.
Seule alternative à la dialyse, à laquelle elle était contrainte chaque nuit, la jeune mère de famille est alors inscrite sur une liste d'attente en vue d'une greffe. Un prélèvement de rein sur donneur vivant apparaît comme étant la meilleure option. Quand j'ai annoncé à mon entourage que j'allais avoir besoin d'une greffe, j'ai été assez stupéfaite de voir les réactions, que ce soit de ma famille, de ma belle-famille ou de mes amis. Il y a eu une espèce d'élan de générosité autour de moi. Et beaucoup de gens, mais dans les 24-48 heures qui ont suivi l'annonce de mon état, qui se sont manifestés. Au total, 11 personnes proposent à Céline de lui donner un rein. Au terme de plusieurs étapes médicales, administratives et judiciaires, c'est finalement son mari qui s'avère être le plus compatible. Le 1er juin dernier, Nicolas cède un rein à son épouse. Pour Céline, cette greffe est une renaissance. Il y avait plein de choses qui n'allaient plus et qui faisaient partie de mon quotidien. Donc je vivais avec, sans plus même me poser de questions. Maintenant, je me rends compte de ce que c'est que d'être à nouveau vraiment en forme, d'avoir de l'énergie et l'envie de mener à bien des projets et d'avancer tout simplement. Je me suis dit qu'il allait peut-être falloir que je fasse un petit courrier à mettre dans les cahiers pour les parents. Si la vie de Céline a repris un cours normal, son traitement anti-rejet la rend très vulnérable aux maladies contagieuses, particulièrement en classe. Tu sais, j'ai ma boîte de gants en plastique, j'ai mon gel, je m'en suis passé 50 fois ce matin sur les mains, je fais très attention. Ça nous lie totalement, enfin, je sais pas. Viscéralement. Viscéralement, mais oui, il y a un peu de ça. Et en même temps, il n'y a pas eu non plus de différence beaucoup entre avant et après. Ça crée un lien qui était déjà là, mais qui ne peut qu'être plus fort. Ce don de vie, Marie-Thérèse et Paul Raison l'ont vécu, eux aussi, tragiquement. Leur fils Nicolas est décédé dans un accident de circulation, il avait 18 ans. Le couple témoigne régulièrement de son histoire, ici auprès de jeunes engagés dans un service civique. Chaque rencontre les renvoie à ce qu'ils ont vécu il y a 22 ans. À cette époque, effectivement, l'information sur le don d'organes n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. On n'en avait pas parlé non plus en famille. Alors on nous demande, est-ce que vous êtes favorable au don d'organes? D'entrée de jeu, on ne sait pas trop de quoi il retourne. On est déjà tellement bousculé, tellement bouleversé que ça nous paraît difficile de donner une réponse comme ça. Une réponse difficile pour les parents et une course contre la montre pour les équipes médicales. Aujourd'hui, chacun des 9 hôpitaux bretons dispose d'un service qui coordonne les prélèvements d'organes. Des médecins et des infirmières spécialisées accueillent les familles pour recueillir une position. Dès qu'on aborde le don d'organes, ce qu'on veut savoir, c'est si la personne de son vivant en avait parlé à sa famille. Est-ce qu'elle avait émis une objection? Ce qu'on ne veut pas savoir, c'est l'avis de la famille par rapport au don d'organes. Difficile d'imaginer par quelles émotions passent ces familles, alors que derrière ces murs, leurs proches, pourtant morts, semblent simplement dormir. Le fait de vouloir donner les organes, vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment le point qui marque le décès. Donc des questionnements que partagent les jeunes. Dans le local associatif, le témoignage de Marie-Thérèse et Paul Raison n'a laissé personne indifférent. J'étais mal à l'aise avec le don d'organes, que ça me renvoyait justement à mes angoisses et à tout ça. Et aujourd'hui, cet a priori est devenu un positionnement en faveur justement du don d'organes. Je pense que c'est important de faire des actions de prévention auprès des jeunes, parce que c'est pas un sujet dont on parle entre amis comme ça naturellement avant d'y être confronté en fait. C'est important de véhiculer l'information, surtout auprès des jeunes, quoi. Parce qu'ils sont généreux, a priori, les jeunes. Hein. C'est ce qu'on s'était dit quand notre fils est parti. Il n'avait pas dit expressément, mais avec les amis, nos filles, il était généreux, il n'avait pas voulu qu'on dise non. Donc c'est une cause qui nous tient à cœur. Marie-Thérèse et Paul ignorent à qui sont allés les organes prélevés sur leur fils. Mais ils savent que Nicolas a permis de sauver plusieurs vies. En Bretagne, un peu moins de 400 personnes sont actuellement en attente d'une greffe d'organes. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, en savoir plus sur le don d'organes et de tissus humains, ce site est à votre disposition, france-adot.org.
Depuis le début de la semaine, nous vous faisons découvrir des spécialités montagnardes. Alors on a commencé avec l'abondance, on a goûté le Saint-Marcelin isérois, et bien ce matin, on teste l'Étiva. C'est du gruyère, mais attention, du gruyère haut de gamme conçu chez nos amis suisses. Est-ce que vous auriez un bon gruyère, s'il vous plaît? J'ai pas un bon gruyère, madame, j'ai l'Étiva. L'Étiva, le prince des gruyères, fabriqué à Étiva, petit village suisse, Stade Châteaudun, 100 jours par an, chauffé sous un frigo ouvert. Nous sommes dans le canton de Vaud, en Suisse, en plein cœur du parc naturel régional Gruyère Pays d'en Haut. Eh bonjour. Bonjour là-bas. Anthony, tu vas bien? Extra. Super, super, je viens de le... T'es là depuis quand? Combien de temps t'es arrivé là? Ah, ça fait une semaine. Une semaine, pas plus? À 1400 mètres d'altitude, Tony Ludy et ses enfants, Vincent et Marlène, perpétuent les gestes de leurs ancêtres pour produire l'Étiva au feu de bois sur foyer ouvert. Première étape et non des moindres, réussir le caillé. La prise doit se faire en 40 minutes. Tout est une question de dosage. C'est pas dramatique si ça va perdre minutes, mais si ça va vraiment beaucoup trop vite, on a un fromage beaucoup trop dur et beaucoup trop ferme, pas de pâte. Sur cet alpage-là, je suis la 3e génération. C'est mon grand-papa qui l'a acheté en 1942. Et puis là, il y a toujours eu du fromage. Au début de saison, on fait 4 pièces par jour. Et puis on finit en fin de saison avec 2 pièces. Cette variation, elle est due à la diminution de la qualité de l'herbage et puis l'avancement de la lactation des vaches. La différence, c'est que l'Étiva est fait par la production des vaches qui sont sur l'exploitation. C'est un produit artisanal, c'est fait par des familles, souvent. C'est rare que c'est un professionnel qui fait ce produit-là. Nous avions enquiquiné un peu avec notre feu ouvert. Ça avait même été discuté de fermer ces foyers et tout, mais je crois qu'ils ont quand même relâché un peu. C'est un produit qui est produit en dessous de 1000 mètres. Et les matières grasses qui sont produites en dessous de 1000 mètres ne sont pas nuisibles au cholestérol. Donc les dames, les jeunes qui ont du cholestérol, mangez du l'Étiva, il n'est pas nuisible. Dernière opération, la traçabilité. Voici la 129e meule produite cette saison sur l'alpage numéro 14 de Tony. Dès demain, elle va reposer tout en bas, au hameau de l'Étiva, dans les caves de la coopérative. L'affinage minimum ici avant la commercialisation, c'est 135 jours. Par contre, on a plutôt tendance à les pousser jusqu'à 12 voire 18 mois parce que c'est là qu'ils qui développent vraiment le maximum de leurs arômes. Voilà, la production annuelle totale de l'Étiva atteint près de 400 tonnes. Il y a déjà une belle couleur à ce qu'on voit. Ouais, toi, il est bien jaune, couleur de la crème, toi. Ouais. L'exportation s'élève à plus de 40% sur tous les continents. On reste ensemble, il est un peu plus de 11 h. On va aller visiter le château de Versailles, mais pas celui que l'on connaît, non, le château tel qu'il était au XVIIIe siècle. C'est assez impressionnant, vous verrez. Et les passions se partagent dans l'instant R. C'est pourquoi on suivra un couple amoureux des renards. Tous deux sont partis en Angleterre pour réaliser un film. Mais avant cela, eh bien, on va tester un jeu qui est très à la mode ces derniers temps, c'est l'Escape Game. On en trouve désormais partout en France. L'idée, se mettre dans la peau d'un enquêteur. On découvre cela à Strasbourg. Vont-ils accomplir leur mission? C'est parti. Bienvenue dans l'univers des escape games ou jeux d'évasion. Ces participants ont 1 heure pour résoudre les énigmes et tenter de s'échapper. Dans cette salle, voici le scénario. Là, on est dans un manoir hanté, mais la dernière équipe a réussi à nous laisser des indices. Donc là, on essaye de les récupérer pour attraper le fantôme et puis surtout nous sortir de là. À la recherche des clés, des codes, du moindre indice, l'équipe évolue dans un décor très réaliste. C'est très immersif, ouais, c'est vrai, c'est de la qualité, et puis il y a beaucoup d'énigmes et tout ça. Ça fait vraiment du bien, ça nous change de notre quotidien, quoi.
Et mission accomplie? Oui. Ouf. C'est là, le fantôme. Agent de la salle de vidéosurveillance, ici la base, est-ce que vous me recevez? Dans chaque aventure, un maître du jeu guide les joueurs pour les aider à progresser. Pour ce braquage de banque, les méninges chauffent. On sent que vous êtes sous tension là. Un petit peu, parce que du coup, l'heure tourne et on voudrait bien quand même finir pour réussir. Parce que ce sera assez frustrant de ne pas y arriver. Le Japon est le berceau de ce nouveau jeu à la mode, né au milieu des années 2000. Au départ, ça vient du jeu vidéo point and click. Donc c'est les jeux vidéo où il fallait, avec sa souris, cliquer sur différents objets en fait, qu'on voyait sur l'écran pour après résoudre des puzzles, des petites énigmes, justement. Et après, au Japon, ils ont eu l'idée d'adapter ça, donc de créer des vrais décors. Et petit à petit, après, ça a pris de l'ampleur, de l'engouement, etc. Et après, forcément, ça s'est monté un peu de partout en Europe. En l'espace de 2 ans, les escape games se sont multipliés. Il en existe aujourd'hui 600 en France et 12 en Alsace, pas que dans les grandes villes. Et ce n'est pas fini, de nouveaux univers vont encore voir le jour. On ne peut pas rester 10 ans avec les mêmes scénarios. Il faut que ça bouge, c'est comme au cinéma, il ne peut pas y avoir les mêmes films pendant 10 ans. Il faut qu'il y ait un renouvellement, toujours. C'est pour ça que chaque fois, nous, on fait des efforts pour sortir régulièrement de nouvelles salles. Les jeux d'évasion séduisent un large public à partir de 12 ans accompagnés. Une activité de plus en plus prisée aussi par les entreprises. Ces salariés d'un groupe de restauration ont tenté l'expérience. Je trouve que ça crée un peu du lien. Après, s'il faut travailler ensemble dans les coups de feu, il faut mieux se connaître un peu. Les salariés ont besoin de reconnaissance et ont besoin de se sentir bien au travail. Et faire des activités comme ça favorise justement la cohésion d'équipe et le bien-être au travail. Un divertissement qui a un coût, entre 15 et 30 € par joueur. Non, c'est pas bon. Et il y a au total 574 escape games dans près de 336 villes en France. Il y en a forcément un près de chez vous. Eux aussi ont dû faire preuve de beaucoup de logique pour tenter de photographier et de filmer les renards. Un couple est parti en Angleterre. Pourquoi outre-Manche? Car il y en a des milliers en liberté et en plein cœur de Londres, paraît-il. C'est l'instant portrait. C'était en février 2018, le début de l'aventure. Le photographe animalier Pierre Boileau, sa fille Lisa, Frédéric Coignot, photographe urbain, et son épouse Stéphanie partaient pour une semaine à Londres. Objectif, réaliser un documentaire sur les renards. Il y en aurait 10 000 en totale liberté dans la capitale britannique. Ça fait 2 ans que j'avais ce projet-là en tête et puis j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric sur une exposition. Il fait du montage vidéo, des vidéos et il parle très bien anglais, il a l'habitude de voyager donc c'était l'homme idéal pour moi. J'adore l'animalier mais j'en fais jamais parce que j'aime pas me lever tôt. Et, et là tu m'offres sur un plateau un sujet en or dans la ville, quoi. Le fait d'avoir de l'animal dans ce milieu-là, c'était juste génial. Du coup ça t'a fait coucher tard quand même. Ah bah par contre on n'a pas beaucoup dormi, ça c'est sûr. Une semaine de travail intensif à la rencontre des Londoniens et des associations qui nourrissent, soignent, protègent les renards comme Mama Cat Trust et The Fox Project. Pour eux, c'est une banalité hein, d'avoir des renards qui vivent avec eux. Donc en fait, ils étaient pas plus surpris que ça qu'on vienne les prendre en photo. Après, je pense qu'ils ont aussi une bonne conscience de la différence de point de vue qu'ils peuvent avoir par rapport à nous, Français. Donc, quelque part, ils se disaient, je pense qu'il y en a qui nous ont dit, c'est sympa de pouvoir montrer qu'ici, on vit avec, sans aucun problème, alors qu'en France, vous semblez avoir des soucis parce que vous considérez que c'est un nuisible. En fait, les Londoniens, eux, depuis 20 ans, ils ne veulent plus que le renard sorte de leur vie. Parce qu'ils aiment voir cette nature, au même titre que les gens, comme ils le disent aussi dans le film. En France, on aime voir les écureuils dans les parcs. Donc en fait, il faut juste laisser un tout petit peu de place à la nature. Enregistrement d'interviews le jour, prise de vue la nuit, avec des techniques d'approche propres à la photographie animalière qui ont surpris les citadins.
Il y en a beaucoup qui se sont posé des questions à nous voir comme ça, couchés par terre, habillés tout en noir, ou dans des buissons. Enfin, donc forcément, ça inquiétait un peu. Puis en plus, on a du matériel qui est quand même assez imposant. Donc on nous a demandé si on faisait partie des forces spéciales, on nous a demandé des trucs comme ça. Enfin, c'était assez particulier. Le documentaire Big Ben à l'heure de Goupil, présenté dans les expositions et festivals animaliers, n'est pas un plaidoyer, mais une incitation à réfléchir sur le sort réservé à ces petits canidés en France. Oui, en France, où près de 500 000 renards sont tués chaque année, selon une association de protection des animaux. On va plonger dans l'histoire maintenant, celle du sublime château de Versailles qui a subi de nombreuses transformations. Il est pourtant possible aujourd'hui de visiter l'édifice tel qu'il était au XVIIIe siècle, et ceci grâce à sa reconstitution en 3D. Suivez le guide. C'est un privilège absolu. Nous sommes au XVIIIe siècle, en visite au cœur du palais de Versailles, dans les appartements privés du roi Louis XIV. La splendeur de ces décors provoque l'ivresse de l'esprit, puis comme un sentiment de mélancolie. Regardez bien ces images, car elles n'existent pas, ou plutôt, elles n'existent plus. Elles sont le fruit d'une reconstitution historique en 3 dimensions, un projet scientifique de très grande ampleur nommé Verspera. Durant toute la période monarchique, l'architecture du palais n'a jamais cessé d'évoluer. Pour comprendre, il faut retourner sur les lieux, retrouver la réalité d'aujourd'hui. Alors ici, on a un plan des années 1730 et on est exactement ici, en fait, à l'extrémité de ce qui était à l'époque la petite galerie. Il y a énormément de différences par rapport au XVIIIe siècle. On voit évidemment que cette enfilade a été totalement modifiée, puisqu'ici on est dans une salle à manger, qui était la salle à manger de Louis XV puis de Louis XVI. Et à cet emplacement se trouve maintenant une bibliothèque. Ici, ce qu'on appelle le cabinet de la vaisselle d'or. Ensuite, on a le cabinet des dépêches. Et ici, un escalier. Quand on ouvre cette porte, on découvre l'escalier privé du roi et finalement, à l'époque de Louis XIV, il faut imaginer une pièce dans laquelle se trouvaient les plus beaux tableaux de la collection royale, parmi lesquels des Raphaël, des Leonardo, des Dominicains et plein d'autres artistes encore. Rien n'aurait été possible sans les plans originaux du château. Près de 9000 planches qui sommeillaient en majeure partie dans les coulisses des archives nationales. Il aura fallu près de 30 ans de recherche pour retrouver et classer ces documents. Avec un soin infini, chaque planche a été acheminée en salle d'opération. Après avoir sommeillé pendant près de 300 ans, ces trésors de papier retrouvent la lumière. Un grand respect pour les auteurs de ces plans, qui ont magnifiquement travaillé, et aussi beaucoup de respect pour le travail de mes collègues restaurateurs. Un peu de gomme et beaucoup de patience. Depuis maintenant 3 ans, une équipe de restaurateurs s'évertue à sauver les moindres indications des maîtres de l'époque. Quand je gomme ce document pour enlever la poussière, les traces d'encrassement, je fais attention à ne pas toucher ces indications, ces informations concernant ce plan. Donc j'ai différents procédés. On a de la gomme en poudre ou de la gomme en bloc pour tourner autour de l'information, passer dessus très légèrement. Je suis calé, Guillaume, pour le premier cliché. Afin d'être immortalisées, ces œuvres sont photographiées. Un appareil très performant capte le moindre détail. Je peux aussi zoomer comme ça, vous voyez. Les plans d'époque sont maintenant numérisés et prêts au traitement informatique grâce à un logiciel qui les transforme. On peut lui donner des vieux plans poussiéreux et il nous transforme ça en vue 3D, quoi. À partir du moment où les vieux plans poussiéreux sont numérisés, on doit pouvoir faire ça de manière quasi automatique, oui. En quelques clics, les formes planes trouvent leur 3e dimension. La machine à remonter le temps vient de s'enclencher.
Et là, on y est, on voit vraiment l'aboutissement du logiciel Verspera. Donc là, on est dans le Versailles de Louis XIV, au milieu de la galerie de Mignard, et on voit ces superbes décors, et notamment ce plafond de Pierre Mignard qui a donné le nom à cette galerie. À terme, le projet Verspera rendra public l'ensemble de l'évolution architecturale de Versailles. Ainsi, chercheurs et historiens pourront s'approprier les splendeurs du passé. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur versailles3d.com. L'instant R, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à partir de 10h50 sur France 3. On va parler bien-être, on va sillonner nos régions pour décrocher des bons plans. L'instant pratique nous donnera quelques astuces pour profiter un maximum des circuits courts, histoire de mieux contrôler son alimentation et ses dépenses. Très bon week-end, profitez-en bien. Je vous laisse en compagnie de Vincent Ferniaud et de son équipe pour Midi en France.